Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel sur Cinema 4D. Aujourd'hui on va parler d'Expresso. On m'a demandé à plusieurs reprises de parler d'Expresso, donc je le fais. Alors Expresso de A à Z, peut-être pas, mais on va déjà voir le début d'Expresso, et puis ici je vais vous montrer quelques nœuds qui servent. Je vais vous montrer comment ça fonctionne, et après il faudra vraiment comprendre la logique pour aller plus loin. Donc d'abord Expresso, il faut savoir que c'est disponible dans toutes les versions de Cinema 4D. Version 11.5, 12, 13, 14. Et dans les versions Prime, Visualize, Broadcast, Studio. Donc logiquement, tous mes abonnés toutes les personnes qui ont Cinema 4D actuellement doivent avoir Expresso, il n'y a pas de problème. Comment on accède à Expresso? Il faut ajouter le tag Expresso sur un élément dans le gestionnaire d'objets ici. Alors, on peut l'ajouter sur n'importe quel objet, hein. Ça peut être sur un cube, une sphère, une lumière, une caméra, tout ce qu'on veut. C'est mieux de l'ajouter sur l'élément qu'on va contrôler avec Expresso. Mais quand on contrôle pas forcément un élément particulier, mais un petit peu plusieurs choses dans la scène, le mieux, le plus simple, c'est d'ajouter un neutre, de le renommer Expresso, histoire de s'y retrouver. On n'est pas obligé, mais disons que c'est plus pratique si vous le nommez Expresso, comme ça vous le retrouverez plus facilement. On le met en haut de tout le reste, hein. Et puis vous mettez votre tag Expresso dessus, c'est-à-dire clic droit, propriété Cinema 4D, et tout en bas ici, Expresso. Voilà, ça vous ouvre cette fenêtre, qui est la fenêtre d'Expresso. Alors première chose qu'il faut faire, ici vous allez dans Calculer, et vous cochez mise à jour de l'animation. Par défaut, c'est pas coché. Je vous conseille vraiment de le cocher, et même de l'enregistrer dans votre interface, si vous ne voulez pas le faire à chaque fois. Ça permet en fait que la mise à jour d'Expresso se fasse de manière un peu plus en direct par rapport à ce qui se passe dans la scène. C'est-à-dire que vous pouvez bouger un élément dans la scène et vous voyez tout de suite le résultat dans Expresso. Vous n'avez pas besoin toujours de lancer l'animation. Ici, dans cette fenêtre d'Expresso, c'est juste un quadrillage. Et là-dedans, on peut faire glisser tout ce qu'on veut. Alors on peut faire glisser tous les éléments qui sont ici dans le gestionnaire d'objets. On peut y faire glisser aussi les textures qui sont placées ici dans le gestionnaire de textures. Et on peut aussi y ajouter des nœuds qui ne sont ni là ni dans le gestionnaire de textures, mais qu'on accède en fait avec ici soit le Xpool, là, soit en faisant un clic droit, nouveau nœud de connexion. Et ici on a tout de listé ici. Tout ce qui est listé ici, on le retrouve ici dans le Xpool, dans l'onglet Xpool, Expresso R MoGraph Dynamic Thinking Particle, vous le retrouverez ici, pareil, Expresso R MoGraph Dynamic Thinking Particle. Et ici, dans le gestionnaire X, vous retrouverez ici la liste de tous les éléments que vous avez ajoutés ici. Donc je peux tout à fait ici ajouter un cube dans ma scène, et puis le cube le faire glisser ici, et ça l'ajoute dans mon Expresso. Alors ça ressemble à un petit drapeau français, bleu, blanc, rouge, mais à savoir que dans les versions 14, le look a changé. C'est pas les mêmes couleurs, les coins sont plus arrondis, ça fait un peu plus nouveau. Mais le système est le même, donc il n'y a aucun problème, ça fonctionnera pareil. Un nœud Expresso, donc ça ressemble à ça. C'est une petite boîte avec un côté un bouton bleu, un côté un bouton rouge. Tout ce qui est de ce côté-là, c'est tout ce qui va entrer dans le nœud. Et tout ce qui est du côté rouge, c'est tout ce qui va sortir du nœud. Les nœuds, c'est un petit peu comme des composants de circuit électronique. Et Expresso, c'est un petit peu comme un circuit électronique. C'est-à-dire que vous avez des données qui rentrent d'un côté, qui sont traitées par les nœuds et qui sortent de l'autre côté. Parfois, il y a des nœuds qui ne traitent pas les données, qui sont juste là pour donner des informations. Et d'autres qui sont là juste pour en recevoir. Ici, un cube, il va rien traiter du tout. On va juste s'en servir soit pour récupérer des données, soit pour lui donner des informations, des données. Par exemple, comme donnée qu'on peut extraire du cube, c'est sa position dans la scène. On clique sur le petit carré rouge, le nœud sortant, et ici on a coordonnées, position, position. Et là, ça nous donne la position du cube. Attention, il y a deux sortes de positions. Ici, je peux aussi faire
clique ici, coordonnées, position globale, position globale. C'est aussi la position du cube, mais il y a une différence. Il y a une petite différence qu'il est très important de connaître. La position, c'est la position de l'élément par rapport à son objet parent. Ici, le cube, son objet parent, il n'y en a pas. Donc l'objet parent, c'est la scène. Donc ici, sa position, c'est sa position par rapport à la scène. La scène, la position d'origine de la scène, la position principale, c'est le 0, 0, 0, là où le point central de la scène. Et position globale, c'est la position de l'élément par rapport à la scène. Donc ici, comme le cube n'est pas dans un élément parent, les deux on donne une position par rapport à la scène. Donc tous les deux, ici le cube est en 0, 0, 0. Si je mets le cube dans un élément, dans un autre élément, la position globale sera toujours la position par rapport à la scène, donc toujours par rapport au point central qui est ici. Par contre, la position normale sera la position par rapport à l'objet qui contient le cube. Si par exemple j'ajoute ici un neutre, je mets le cube dans le neutre et je déplace le neutre, le cube ici, sa position ici, c'est sa position par rapport au neutre. Et comme le neutre est ici, si je le mets par exemple, si je le mets ici, je vais faire un truc comme ça. Ouais, je vais faire ça bien quand même. Le neutre, un cube, ça je retire. Je mets le cube dans le neutre. J'y arrive, hein. Voilà. Dans le neutre, je déplace le neutre, je rajoute mon cube ici. Je sors ici sa position et ici sa position globale. Position globale. Voilà. Je me suis trompé. Position, position, position. Donc ici la position du cube, c'est la position du cube par rapport au neutre. Comme le cube et le neutre ont actuellement la même position, là, le neutre et le cube ont exactement les mêmes coordonnées, ici la position, ça va être 0, 0, 0. Alors que la position globale, le cube n'est pas sur le point 0 de la scène, donc ici, ça sera pas 0, 0, 0, ça sera en fait la valeur en Z moins en Z 938,314. Donc ça c'est très important, il faut connaître ça. La position c'est la position par rapport à l'objet parent et la position globale c'est la position par rapport à la scène. C'est très important parce que en fait quand vous allez devoir gérer des éléments dans la scène, leur position, si ces éléments sont enfants d'un autre élément, ça va avoir une influence. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Donc ça, je peux le faire retirer, ça je peux le retirer aussi. Je regarde ma fenêtre Expresso, voilà. Ensuite, les éléments qui sont dans le gestionnaire d'objets ne sont pas les seuls éléments qu'on peut ajouter ici. Comme j'ai montré, ici on a le Xpool avec ici plein d'éléments. On va ici aller dans Expresso. Voilà, je ferme tout ça. Et ici on a toutes ces catégories qui contiennent chacune plein de nœuds. Ici dans Généralité, par exemple, vous en avez plein. Alors certaines catégories en comprennent moins forcément, mais tous ces nœuds sont utiles à un moment ou à un autre. Un des premiers nœuds qu'on va voir, c'est un nœud tout bête qui ne fait rien, mais qui est très pratique. Il faut l'utiliser souvent. Moi, je l'utilise rarement parce que je suis mauvais élève, je suis mal organisé, mais c'est le nœud remarque. On fait ça, on l'ajoute ici, on a juste à le faire glisser. Le nœud remarque, lui, va simplement, il ne fait rien en fait. On lui donne aucune donnée ici, il ne sort aucune donnée en sortie. Il n'a aucune utilité dans l'Expresso. La seule fonction qu'il va avoir, enfin la seule utilité qu'il va avoir, c'est d'ajouter des commentaires dans votre Expresso. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, je clique dessus et dans ses propriétés ici, on peut ajouter du texte ici. Par exemple, Expresso, tutoriel. Voilà. Et ça m'ajoute ici du texte, Expresso tutoriel, ce qui permet en fait de commenter un schéma Expresso. Ce qui est très pratique quand on a des Expresso qui sont très lourds, qui comprennent beaucoup de nœuds, beaucoup de liaisons et tout. Ça permet de mieux s'organiser, de mettre un titre, d'indiquer cette partie-là va faire ça, cette partie-là va faire ça. On peut en faire autant qu'on veut des remarques. Quand on veut dupliquer un nœud,
on a juste à appuyer sur la touche CTRL, on fait un clic déplacé et on relâche. Ça en fait un double. Et ça fait un double avec exactement les mêmes paramètres. Qu'on peut changer après si on veut. Expresso, ici on peut mettre autre chose, par exemple blablabla, blablabla, voilà. Et donc ici j'ai deux remarques qui sont faites. Pour les supprimer, je peux simplement cliquer sur un nœud et appuyer sur la touche supprime, ou on peut aussi sélectionner plusieurs nœuds en faisant des sélections comme ça, et puis appuyer sur supprime aussi pour les supprimer. Ensuite, un nœud qui est très utilisé, c'est le nœud constante, ici, constante. Je l'ajoute. Ce nœud permet d'ajouter dans votre Expresso une valeur, une donnée, voilà, une donnée qui ne changera pas quel que soit ce qui se passe dans l'animation. C'est-à-dire que généralement beaucoup de valeurs peuvent être modifiées dans Expresso, mais cette donnée constante, elle, est justement, comme son nom l'indique, constante. Alors ça peut être un réel, c'est-à-dire un numéro avec une virgule et d'autres numéros. Ça peut être un entier, donc un numéro sans virgule. Ça peut être un texte, ça peut être une police de caractère, ça peut être une fonte, une police de caractère, ça peut être une texture, ça peut être une couleur, un dégradé. En fait, quand vous cliquez dessus et que vous allez dans ces propriétés, ici type de données, vous avez tous les choix disponibles. Ça peut être du temps, ça peut être une matrice, ça peut être un vecteur, donc un point dans l'espace, etc. Un nom de fichier même, vous voyez, il y a beaucoup de choses. Même la date et l'heure. Une liste de chemin d'accès, un booléen. Un booléen, c'est une valeur 0 ou 1, vrai ou faux, ouvert ou fermé. Seulement 0 ou 1, avec deux choix, comme une case à cocher en fait. Ça peut être un lien vers un objet, ou un fichier, ou un truc comme ça, un nom de fichier, vous voyez ici. Ça peut être une couleur, etc. Ça peut être une spline. C'est assez... Il y a beaucoup de choix. Et quand vous avez sélectionné le type de données, ici vous avez des exemples, si vous voulez. Par exemple ici, constante, ça pourrait être pi, la valeur de pi, ou pi divisé par 4, ou pi multiplié par 2, ça pourrait être 0, ça pourrait être 10. Et ici vous pouvez donner une valeur que vous choisissez vous-même. Donc c'est assez vaste. La constante, c'est donc une valeur qui ne changera pas. À un moment donné, il faut récupérer ces valeurs. Quand on crée le schéma Expresso, on aime bien savoir ce qui se passe, qui sort ici d'une valeur. Ici, j'aimerais bien savoir ce qui sort de cette valeur. Ici, je peux très bien lui donner comme valeur 500. Voilà. Et ici, j'ai aucune indication que c'est 500. Bon, je pourrais mettre à jour le truc, et ici, ça va me mettre entre les parenthèses 500. Mais des fois, on n'a pas cette information. Donc ici, on a un autre nœud qui est bien pratique, c'est le nœud résultat. On le trouve ici. On l'ajoute. Et lui, il a seulement un nœud entrant ici, tout bête. On le relie. Alors pour relier, il y a juste à cliquer, rester cliqué, et aller jusqu'à un autre peur d'un autre nœud. Et je relâche. Voilà, quand on le relie à un élément, il indique qu'est-ce qui sort par ce peur. Donc ici, ma constante, je lui ai donné comme valeur 500. Donc le résultat, il indique ici, en sortie, c'est la valeur 500. C'est aussi bête que ça. Le nœud résultat donne juste l'information de ce qui sort ici. Le nœud résultat, c'est pratique, mais c'est pratique quand on crée l'Expresso. On ne le conserve pas généralement. À la fin, quand l'Expresso est bien fini, qu'on sait que ça fonctionne bien, qu'il n'y a pas de problème, on les retire les résultats parce qu'ils ne servent pas. Donc c'est juste des nœuds en sortie, des nœuds en fin de chaîne. Il y a un autre nœud qui permet en fait de connaître ce qui transite par une liaison, et c'est le nœud espion. Ici, espion. Lui, il y a une entrée et une sortie. Il se place en fait entre deux autres nœuds. On le relie comme ça, et il indique en fait ce qui transite par la liaison. Et lui, généralement, on le laisse, on en utilise assez peu, mais on l'utilise quand la valeur qui transite par cette liaison est importante et qu'on veut pouvoir la conserver. Enfin, pouvoir la vérifier au moment de l'animation. Le nœud espion a aussi une fonction intéressante. Il permet de faire un petit peu des conversions temps réel, c'est-à-dire qu'ici, je vais me replacer, ma constante ici, c'est un réel, donc ça peut être
un nombre avec une virgule. Par exemple, 50, 500, machin, et poussières. Voilà. 50,556. Voilà. Donc ici, j'ai 50,556, ici aussi, et ici aussi. Le nœud espion, je peux le sélectionner, et ici, type de données, à la place de réel, je peux choisir autre chose. Par exemple, je peux choisir un entier. Entier ici. Et il va me faire la conversion. Voilà. Il fait la conversion 50,556. Ici, il prend bien un réel, il fait la conversion en entier, et ici, il sort la valeur 50. C'est tout bête, ça peut servir. Voilà. Il peut servir aussi pour, si on a besoin de plusieurs fois le nœud ici, de récupérer comme ça plusieurs fois, ça peut être utile aussi. Voilà. Il permet de centraliser un petit peu des informations. Donc ce nœud est quand même utile, et il est plus utile que le nœud résultat. Le nœud résultat, on s'en sert juste quand on crée l'expresso et après on les retire. Ensuite, il y a des nœuds qui vont être plus utiles en termes de comportement. Par exemple, on va ajouter deux éléments dans notre scène. Pas ça, je voulais un cube. Je vais fermer ça pour le moment. 50, 50, 50, 50, un cube, et puis une sphère. Pourquoi pas une sphère 50 aussi, voilà. Plus petit, 40. Voilà. Une sphère et un cube. Je rouvre mon expresso. Imaginons que j'aimerais connaître la distance entre cette sphère et ce cube. J'aimerais, pour des besoins d'animation, connaître la distance entre ces deux éléments. C'est un des cas où Expresso peut nous être utile. Ici, je peux aller dans Opérateur système, Expresso, Calculer, et ici j'ai un nœud distance. Je l'ajoute. J'ajoute aussi la sphère et le cube. Voilà. Je vais ajouter aussi un résultat pour avoir une information. Alors, résultat, ici. Ici, distance va permettre de calculer la distance entre deux vecteurs. Un vecteur, c'est un point dans l'espace, donc les valeurs x, y, z. Donc des positions. Donc ici, j'ai besoin de la position globale de la sphère, position globale, et la position globale du cube. À noter que quand vous avez un doute de quoi aller chercher dans ces petites cases, vous pouvez très bien, là je relis ça, vous pouvez très bien ici cliquer sur ce que vous voulez relier et aller directement sur la case rouge ou la case bleue. Vous relâchez et là, que je le fasse bien, voilà, vous relâchez et là ça vous ouvre le déroulant et en gris, en grisé, c'est tous les éléments que vous ne pouvez pas rattacher. Donc là, ça vous limite en fait les possibilités. Tous les éléments qui ne sont pas grisés, c'est les éléments que je peux rattacher à cette entrée-là. Donc ici, je sais que par exemple, je ne peux pas attacher l'objet, ni la matrice locale, ni la matrice globale. Mais par contre, je sais que dans coordonnées, position globale, ici, je peux le rattacher parce que je peux le sélectionner. Voilà, ça c'est une petite astuce à connaître quand vous ne savez pas, quand vous avez un doute. Quand vous voulez remettre à la bonne dimension un nœud, vous pouvez faire aussi CTRL et un double clic sur le nom. Ça les met tout de suite à la bonne dimension par rapport à ce qu'ils contiennent. Donc là, j'ai un nœud distance et j'y ai attaché en entrée 1 et en entrée 2 la sphère et le cube. Et ce nœud distance va me donner ici en sortie une valeur que je relie ici. Et cette valeur, je vais essayer de faire comme ça. Voilà. Cette valeur correspond en fait à la distance entre ces deux éléments, entre leur axe, entre leur point principal, leur point central. Donc plus je rapproche le cube, on voit plus cette valeur diminue, plus j'éloigne le cube, plus cette valeur augmente. Donc là on peut en fait déjà connaître la distance entre deux éléments. Voilà. C'est très pratique. Ça permet donc de connaître la distance entre deux éléments. Ça sert à ça. D'ailleurs le nœud s'appelle distance, c'est pas pour rien. Connaître la distance entre les éléments c'est bien, mais ce qui est bien aussi c'est de pouvoir comparer cette distance à quelque chose. Par exemple je vais ajouter une constante. Voilà. Cette constante, je vais lui donner comme valeur, on va dire 200.
Ici, je mets 200. Voilà, cette constante a une valeur de 200. Et j'aimerais savoir si la distance entre le cube et la sphère est inférieure à 200. Comment je peux faire ça? Eh bien, on a un nœud qui s'appelle comparer. Ici, dans ma fenêtre Expresso, dans Expresso logique, on a le nœud comparer. Je l'ajoute à mon schéma Expresso. On a ici aussi deux valeurs en entrée, entrée 1, entrée 2. Alors en entrée 1, je vais mettre la sortie de la distance, donc la valeur, la distance entre les deux éléments. Et en entrée 2, je vais indiquer ici ma constante que j'ai donnée comme valeur 200. Voilà, je la mets ici. Je clique sur le nœud comparé et je vais voir ses propriétés. Ici, on a type de données réel. Ici, on indique des réels en entrée. C'est effectivement le cas. Ici, cette valeur-là, c'est un réel. Et ici, j'ai donné effectivement une valeur qui est un réel. Ici, fonction, c'est la fonction du comparé. Ici, c'est strictement égal par défaut. Je ne veux pas savoir si la sortie ici est strictement égale à la constante. Je veux savoir si la sortie ici est inférieure ou égale à la constante ici. Donc, dans mon comparé, en fonction, je vais prendre ici inférieur ou égal. Inférieur ou égal. Et ce nœud comparé va vérifier si l'entrée 1 est plus petite ou égale à l'entrée 2. Et ici, en sortie, il va me sortir une valeur qui sera une valeur booléenne, c'est-à-dire soit 0, soit 1. C'est-à-dire soit c'est faux, c'est-à-dire que la valeur n'est pas inférieure ou égale, soit elle est vraie, c'est-à-dire que la valeur est effectivement inférieure ou égale. Je vais ajouter un résultat pour montrer la valeur qu'il me sort ici. Voilà. Et je vais déplacer le cube. Ici, on voit que ici, la distance entre les deux éléments est de 141,671, donc c'est plus petit que 200. Donc le comparé dit, oui, c'est vrai, c'est plus petit que 200. Ici, la valeur, c'est donc vrai, c'est 1. Si je m'éloigne, ici, j'ai 615, c'est plus grand que 200. Donc le comparé est pas vrai. 615, c'est pas plus petit ni égal à 200. Donc ici, comme valeur, j'ai 0. Voilà. Donc ici, je peux comparer, en fait, et sortir ici une valeur booléenne. Une valeur booléenne, je vous l'ai dit, c'est soit 1, soit 0, soit 1. C'est l'équivalent d'une case à cocher. Une case à cocher, il y en a beaucoup des cases à cocher dans Cinema 4D. Si vous prenez, par exemple, le cube, ici, vous avez biseau. Il y a une case à cocher. Alors je peux ajouter le cube encore une fois ici. Voilà. Je peux aller chercher la valeur ici biseau. Alors c'est dans le cube, c'est dans objet biseau. Donc ici le petit carré bleu. Objet, c'est caractéristique de l'objet. Biseau, c'est là. Ça c'est une case à cocher. Une case à cocher, donc je peux le relier ici à la sortie qui est ici. Parfait. Ici je peux même aller... Non, je laisse ça comme ça. Maintenant, si je me rapproche en fait le cube de la sphère, au bout d'un moment, le biseau est actif. Parce qu'en fait, ici, la case, ici j'ai une valeur 1, donc ici la case est cochée. Et si je l'éloigne, le biseau se décoche, et ça redevient un cube. C'est tout bête, c'est juste une case à cocher, et ça fonctionne. Des cases à cocher, il y en a plein dans les effecteurs d'homographes, il y en a plein dans les déformateurs, il y en a un peu partout. Donc les valeurs booléennes permettent de faire pas mal de choses comme ça. Juste en gérant la distance et avec un comparé, on peut cocher ou décocher une case. Si je veux faire l'inverse, si je veux que ici, le 0, qui est ici, devienne un 1 et que quand c'est 1, ça devienne 0. Je peux aller ici dans mes nœuds expresso, dans booléen, et j'ai le nœud qui s'appelle note. Et ce nœud-là va simplement inverser un booléen. C'est-à-dire que ici, si je rentre une valeur 1, il va me sortir ici une valeur 0. Et si je rentre une valeur 0, il va me sortir une valeur 1. Donc il va inverser en fait l'effet. Donc on va faire ça. Je le fais rentrer ici. Je le mets à la place de cette liaison. Et donc là maintenant, ici, plus le cube est éloigné, plus il y a le biseau qui est coché. Et quand il se rapproche, le biseau se décoche. Voilà. C'est tout bête. C'est tout bête et ça fonctionne très bien. Ici donc on a vu la distance, la constante, le résultat, le comparé, on a vu la remarque aussi, je ne l'ai pas remis. On a vu le note.
Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? On peut voir un autre nœud. Voilà, je vais garder qu'un résultat. Ici, dans Généralité, on a un nœud qui s'appelle temps. Ici, temps. Je l'ajoute. Le temps va simplement nous donner en fait à quel endroit on se trouve dans la ligne de temps. En fait, il va nous donner accès à la timeline qui est ici. Donc le temps ici, par exemple, je vais le relier au résultat. Voilà, et je vais lancer l'animation. Et on peut voir qu'ici, ça défile en secondes. C'est-à-dire que ici, je travaille en 25 images par seconde. Donc quand j'arrive à 25, ça fait ici 1 seconde, ça fait 1. Quand j'arrive ici à 50, ça fait 2 secondes, ça fait 2. Et quand j'arrive ici à 75, ça fait 3 secondes. Voilà. Et ça repart après à 0. Ça, c'est juste le temps qui défile. En fait, on peut ici l'avoir, à la place d'avoir le temps en secondes, on peut aller cliquer ici et demander par exemple image. Et là, je peux relier à la place image. Et là, ce n'est plus les secondes, c'est les images qui défilent. Le nombre d'images, ça va de 0 à 75, parce que je travaille en 25 images par seconde, donc c'est 75. Voilà, on voit que ça défile effectivement. Ce nœud temps, alors quand on veut retirer un peur qu'on a rajouté en trop, on a juste à double-cliquer sur le petit rond. Voilà, ça efface le peur en trop. Ce nœud temps va être utile avec certains autres nœuds. Par exemple, il y a un nœud, c'est le monoflop. Le monoflop qui est ici. Voilà, monoflop. Je l'ajoute. Ce monoflop, en fait, c'est un nom assez étrange, mais ça pourrait être appelé simplement retardateur. Parce que c'est ce qu'il fait, c'est un nœud qui va retarder quelque chose. Par exemple, ici en sortie, il va sortir une valeur booléenne, donc 0 ou 1. Voilà, 0 ou 1. Ici, il a besoin d'une valeur de temps, donc on lui indique ici le temps. Voilà. Et ici, il a besoin d'une valeur de durée. Donc on va ajouter une constante qu'on va relier à la durée. La constante, on la sélectionne, on va aller ici la paramétrer. Alors je veux pas une donnée de type réel, je veux une donnée de type temps. Et ici, je vais lui indiquer de combien de frames je veux indiquer. Je veux que la durée dure. Donc ici, je vais dire 50 frames. 50 frames, c'est-à-dire 2 secondes. D'ailleurs ici, on voit bien que c'est indiqué 2 secondes. Donc j'ai le temps et les 2 secondes, et ici j'ai un résultat qui est égal à 0. Et ici on peut ajouter quelque chose qui va déclencher donc le monoflop. Le monoflop a deux modes de fonctionnement, le mode normal et le mode one shot. Je vais utiliser le mode one shot, j'expliquerai le mode normal une autre fois quand on l'utilisera. Le déclencheur, c'est une valeur ici qu'on va rentrer une valeur booléenne, donc soit 0 soit 1. C'est l'équivalent d'une case à cocher encore une fois. Donc ça, j'aurais très bien pu l'ajouter en fait au truc précédent. Quand ici une valeur va rentrer, le monoflop va attendre les 2 secondes de la durée. Et quand les 2 secondes seront écoulées, ici il va me sortir une donnée. Donc c'est un retardateur. Il attend que les 2 secondes soient écoulées pour me sortir quelque chose ici. Tout ça, on va le voir en fonctionnement maintenant. Je vais simplement retirer tout ça et je vais vous montrer ce que l'on peut faire avec les nœuds que je viens de montrer d'une manière vraiment très simple. C'est juste de la logique. Je vais juste l'expliquer et normalement vous devriez comprendre en vous rappelant ce que je viens de dire sur les différents nœuds qu'on vient de voir. Donc on voit ça tout de suite. Alors voyons cette petite scène. Donc ici je vais changer de fenêtre, j'avais préparé un truc. Voilà. Ici on a une scène toute basique, toute bête. J'ai un plan avec une photo, une image d'un personnage Minecraft dessus. J'ai ici un truc qui ressemble à une cage, un spawner à zombies. C'est très basique. C'est juste un cube en fait édité dans un réseau d'atomes avec une petite image dedans. Et j'ai un cloneur qui affiche en fait des plans avec dessus une image de zombies. C'est un truc tout bête. J'ai un effecteur randomisation qui va les disperser un petit peu autour de la cage. Et j'ai un effecteur simple qui a une échelle de -1.
donc qui efface en fait, qui fait disparaître les zombies, tant que cette case échelle est cochée. Et quand la case échelle est décochée, les zombies apparaissent tout bêtement. Il n'y a pas d'effet, il n'y a rien, ça apparaît ou ça disparaît, suivant que cette case est cochée ou pas. C'est juste une case à cocher, donc c'est un booléen. Donc c'est quelque chose qu'on peut gérer facilement avec Espresso. Je réduis ça. Ici, donc, j'ai un personnage, donc comme j'ai dit, je peux lancer l'animation, j'ai mes frames. La cage est là, le personnage est là, le personnage se rapproche, arrive à une certaine distance, les zombies apparaissent, et au bout d'un certain temps, ils disparaissent. Au bout de 2 secondes, en fait. Donc je rapproche, tac, au bout de 2 secondes, ça disparaît. C'est un truc tout bête à faire. Et ici, pour le faire, vous voyez, il n'y a aucune clé d'animation nulle part. C'est-à-dire que je peux aller voir dans ma ligne de temps. Ici, il n'y a aucune animation de fait. C'est uniquement un comportement expresso. Alors ce comportement expresso, eh bien, je le fais simplement avec tout ce que je viens d'expliquer avant. Et on va le voir tout de suite. Je l'ouvre. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Je vais me mettre ici dans le gestionnaire X pour voir ici tous les trucs qui sont dedans. Donc ici, j'ai la remarque que j'ai expliqué qui permet en fait de donner des informations pour que ça soit plus clair, parce qu'on pourrait très bien ajouter d'autres expressos qui font d'autres choses dans cette page. Ici, j'ai la cage, le spawner à zombies. Je récupère sa position globale, donc un vecteur. Et j'ai le personnage Steve qui est juste un plan, je récupère aussi sa position globale. Donc j'ai tous les deux leur position dans la scène. Ici j'ai un nœud distance qui va me permettre de calculer la distance entre ces deux éléments. La distance ici est récupérée par ce nœud espion. Ici c'est de 1467. Je vais essayer de me mettre comme ça. On va essayer de s'arranger pour que tout rentre. Tout rentre dans la capture. C'est pas évident. Voilà. J'y arrive. Voilà. Quand le personnage... Je vais y arriver, hein. Oui. Quand le personnage se rapproche, forcément ici, ça diminue. Ici, j'ai une constante de 860. C'est un réel. 860, c'est une distance. Quand le personnage arrive à... Sa distance de la cage arrive à 860 ou moins de 860, parce que ici j'ai un comparé qui est réglé sur inférieur ou égal, comme je l'ai montré. Quand il arrive à 860 ou à moins de 860, ici en sortie, j'ai une valeur qui sort dans la sortie ici, qui passe ici dans le note, donc ici j'ai une valeur 1, oui c'est ça, une valeur 1 qui sort, qui déclenche le monoflop. Le monoflop, ici j'ai une valeur 1 qui passe là-dedans, dans le note. Le note se transforme la valeur 1 en valeur 0 et arrive ici dans le simple et permet de décocher en fait le simple qui est en fait l'effecteur simple qu'on a ici. Effecteur simple. Donc quand la distance est plus petite ou égale à 860, ici l'effecteur simple ça se décoche, tout bêtement. Et si la distance est plus grande, comme c'est actuellement là le cas, ici j'ai une valeur 0 qui passe dans le déclencheur 0. Ici c'est donc du 0. Ici ça passe dans le node, donc ça devient un 1. Ici ça devient un 1 dans l'échelle, donc ça coche l'échelle à moins 1, ce qui fait disparaître les zombies. Le monoflop ici, je lui ai indiqué la valeur de temps, et je lui ai indiqué une constante de 2 secondes, donc 50 frames. C'est-à-dire que le monoflop, au bout de 50 secondes, il sort ici une valeur différente qui inverse en fait la case à cocher de l'effecteur simple. C'est un truc tout bête. Je vais mettre la lecture. Voilà. Parce que le temps est pris en compte. Quand le personnage donc approche à moins de 860, les zombies s'affichent et disparaissent au bout de 2 secondes. Je peux changer cette valeur de 2 secondes. Hein. Ici, je pourrais très bien mettre, à la place de 2, je pourrais très bien mettre le double. Voilà, ce qui ferait 4 secondes. On va voir ce que ça donne. J'arrive à resélectionner le personnage. Voilà, 4 secondes plus tard, ça disparaît. Voilà.
C'est un truc tout bête, c'est juste de la logique, et ça fonctionne très bien, et ça fonctionne sans clé d'animation. Donc on peut faire des animations comme ça sans utiliser du tout de clé d'animation, simplement en utilisant des comportements et la ligne de temps. Donc là on a vu plusieurs nœuds, on a vu donc le nœud distance, le nœud espion, constante, comparé, temps, le monoflop, le note. On a vu que les booléens permettaient de cocher ou décocher des cases, qu'on pouvait récupérer les cases à cocher sur les éléments du gestionnaire d'objets, qu'on pouvait utiliser les éléments du gestionnaire d'objets pour récupérer des informations. Et en faisant ça, déjà, on peut faire beaucoup de choses. Là, c'est un expresso assez basique, assez simple. Il faut vraiment comprendre cette logique. Si vous arrivez à comprendre cette logique, vous pourrez faire beaucoup de choses avec Expresso. Je pense pas avoir d'autres choses à expliquer là-dessus. Je mettrai ce petit expresso sur le blog en image et le fichier .ckd de cette scène à télécharger aussi sur le blog. Je la mets pas dans la description de la vidéo parce que c'est moins pratique. Les liens, je préfère les mettre sur le blog vraiment. Donc, et le blog est indiqué en fait sur la chaîne, dans la page à propos, je crois. Et puis en début de vidéo, il y a le lien. C'est tout pour aujourd'hui, je vous dis donc à bientôt pour un prochain tutoriel, soit sur Expresso, soit sur la modélisation, je sais pas encore, on verra bien. J'espère que c'était clair, peut-être un petit peu théorique, mais bon, ça devrait être bon normalement. Donc à bientôt la semaine prochaine.